Bonjour, je m'appelle Jacques Reiss. J'ai le plaisir d'animer cet après-midi un plateau tout à fait remarquable composé de médecins, de scientifiques et de personnes du monde de la société civile et qui va tourner autour de la pollution de l'air. Comme vous allez le voir dans la première diapositive, la pollution de l'air pose un gros problème, notamment dans la région, s'il vous plaît, dans la région Alpes et Rhône-Alpes, bien évidemment. Et cette pollution de l'air est à l'origine, comme vous voyez sur ces diapositives, d'un certain nombre de conséquences sanitaires et médicales dont nous avons largement parlé. Je demanderai toutes les intervenantes de se présenter les unes après les autres. Et je donne très rapidement la parole à Françoise Schetzel, qui devrait être en ligne et qui est vice-présidente de l'Eurométropole à Strasbourg et également présidente de l'Alliance pour la qualité de l'air. Françoise, merci pour ta participation. Merci. Merci Jacques, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci de m'avoir invité pour ce colloque aujourd'hui. Et cet appel à la santé environnementale. Et donc, effectivement, tu m'as présenté. Moi, je suis vice-présidente à l'Eurométropole, 33 communes, 500 000 habitants de Strasbourg. Alors, pour être rapide, j'avais envie de résumer mon propos. Et là, donc, je m'exprime en tant que décideuse politique. Et je voulais m'exprimer avec 3 idées forces. La première, tu l'as dit, Jacques, c'est que la pollution atmosphérique, c'est un désastre sanitaire, c'est une cause majeure de problèmes de santé. C'est la première cause pour l'instant. On n'a pas perturbateur endocrinien, on verra. Pour l'instant, c'est pas en tant que tel annoncé comme première cause majeure de mortalité, de morbidité. C'est la première chose que je voulais dire, le désastre sanitaire, que je résume souvent en 4 points. Le premier point, c'est de la mortalité. Et on y reviendra peut-être après, et je veux être rapide. 40 000 décès uniquement liés aux particules en France, par exemple. Deuxième point, morbidité. Et vous y reviendrez certainement. Maladie chronique. Avant de mourir, il y a un certain nombre d'effets et donc de maladies chroniques. On pense souvent que c'est le poumon, effectivement, pulmonaire, mais le premier effet, ce sont des causes vasculaires et cardiaques, par exemple l'infarctus, une pathologie que tu connais bien, Jacques, les accidents vasculaires cérébraux. C'est le deuxième point, les questions de morbidité. Le troisième point, je voudrais y insister, ce sont les questions de la santé des enfants. La pollution atmosphérique, ça touche tout dès qu'on est dans le ventre de sa mère avec des enfants fragiles qui se développent moins bien après. Et le quatrième point, ce sont les inégalités sociales auxquelles sont soumises les populations, sachant que les populations les plus modestes, et on ne sait pas toujours pourquoi, sont effectivement plus sensibles à la pollution atmosphérique. C'était ma première idée force, message fort. Deuxième message fort, il y a une spécificité des territoires. Pierre Souvel l'a dit avant d'ailleurs, une spécificité des territoires. Et juste pour cadrer un petit peu, il y a plusieurs types de polluants liés à des sources différentes. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il y a par exemple comme source du NO2 d'abord, c'est le trafic routier. Mais quand on parle de particules fines, ça va être le trafic routier, ça va être l'agriculture, ça va être la combustion du bois, le chauffage au bois, par exemple. Et donc, peut-être aussi une dernière chose sur ces particules, je vais très vite. Évidemment, leur dimension va jouer en matière de toxicité. Plus c'est petit, plus c'est toxique parce que ça va aller jusque dans le cerveau humain avec des maladies neurodégénératives. Mais la composition dont on parle moins est tout aussi importante. Et la composition, par exemple, ça va être des pesticides dans lesquels il y a, pour certains, des perturbateurs endocriniens. Répartition donc différente selon les territoires, bien entendu. Par exemple, dans la vallée de l'Arve, ça va être surtout le chauffage au bois,
alors que chez nous, à Strasbourg, ça va être beaucoup le trafic routier. Et enfin, sur ma troisième idée force, puisque je suis une élue, c'est de dire les politiques publiques, y compris les politiques publiques locales, peuvent avoir de nombreux leviers dans leurs mains. Effectivement, lorsqu'on parle de santé environnementale, on parle souvent de comportement individuel. Bien évidemment, c'est important et il faut qu'on embarque tout le monde là-dessus. Mais je voudrais insister sur la responsabilité qu'il y a, notamment à notre niveau, décideurs politiques, sur les politiques publiques locales. Exemple, alors, toujours deux choses par rapport à ça. Il faut évidemment diminuer les sources, première chose, mais il faut aussi protéger les populations et je veux apporter quelques exemples. Diminuer les sources, évidemment, par rapport au trafic routier, ça va être de jouer sur la mobilité. Effectivement, il vaut mieux sortir du modèle dominant actuel qui est celui de la voiture individuelle. Mais pour pouvoir faire ça, il faut bien évidemment développer les transports collectifs, développer les pistes cyclables, développer donc les villes cyclables, les villes marchables. Et ça, c'est de la responsabilité du politique, y compris en rabattant les vélos, notamment les vélos à assistance électrique, sur des gares qu'il faut restaurer, des gares locales. Ça, c'est on diminue les sources. On protège les populations. Deuxième façon de jouer, par exemple, dans la façon de restaurer nos villes et de construire nos villes. Par exemple, il y a plusieurs collectivités, dont la nôtre, qui interdisent de construire des écoles ou des crèches dans des zones polluées, qui interdisent dans les nouvelles constructions de mettre des bouches de ventilation, voire des balcons qui donnent sur des gros axes de circulation. Et donc, alors, évidemment, l'agriculture, et là, c'est un sujet sensible, effectivement, lorsque on utilise des engrais, ça va partir dans l'air et du coup, ça va être respiré par tout le monde. Et donc, là aussi, il faut absolument qu'on puisse jouer, et on le fait, par exemple, chez nous, mais on n'est pas les seuls à le faire, en faisant en sorte qu'il y ait plus de paysans, d'agriculteurs qui font du bio, aussi du point de vue politique public, en leur assurant une filière économique, par exemple, que toutes les cantines, que tous les restaurants d'établissements publics puissent se mettre au bio. Il y a donc un débouché économique qui est tout à fait important pour les agriculteurs. Ce que je voulais dire, c'est, voilà, pour les politiques publiques, évidemment, je pourrais être bien plus longue, mais je ne veux pas l'être, je ne peux pas l'être. Il y a une autre façon, politique publique locale donc, mais aussi action très ciblée. Par exemple, après-demain, lundi, nous allons passer une délibération que nous appelons ordonnance verte sur Strasbourg. Ça veut dire quoi? Que pour toute femme enceinte strasbourgeoise, il y aura une action de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Comment? En sensibilisant, soit en groupe, soit de façon individuelle, en passant par les PMI, les femmes enceintes, sur les façons de s'alimenter, mais aussi sur le contenant. Et pour symboliser de façon très concrète cette question-là, toutes les femmes enceintes, durant tout le temps de la grossesse, puis lors des 1000 premiers jours, vont avoir droit à un panier de légumes bio. Donc, collectivité territoriale, des leviers en termes de politique publique, en termes d'action ciblée. Je conclurai en vous parlant très rapidement de l'Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air, et donc qui est une association d'élus locaux au niveau de toute la France qui s'engagent par leur politique publique à améliorer la qualité de l'air.
Et par deux façons. La première façon, en développant les politiques publiques et les actions ciblées dont je vous ai parlé. Par une deuxième façon également, en essayant de contribuer à faire en sorte que les politiques publiques menées par l'État soient plus favorables à la qualité de l'air. Nous travaillons main dans la main, par exemple, avec France Urbaine, qui est une grande association des grandes villes et des métropoles de France. Et puis, simplement rappeler, alors donc l'Alliance, ça fait des journées thématiques, la prochaine à Marseille sur air et enfants, ça fait des colloques, il y a des assises nationales les 18 et 19 octobre de cette année, assises nationales pour la qualité de l'air, qui s'adresse à tout le monde, aux élus, aux agents, ouvertes au public également, qui vont se passer à Strasbourg. Et je terminerai mon propos en disant oui, les collectivités s'engagent pour la qualité de l'air, mais aussi de façon plus globale pour la santé globale. Je ne sais pas si vous avez vu à Lyon un engagement des villes pour une santé globale. Ça s'est passé en février 2022. C'est signé par un certain nombre de maires, de présidents de métropole en France et au niveau européen qui se proposent d'agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Je ne vais pas vous décliner la chose, mais y compris, notamment, puisque c'est un des thèmes phares de cette journée, sur des stratégies de sortie locales et nationales des perturbateurs endocriniens. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Je crois que c'est tout à fait important d'avoir à la fois cet éclairage d'une médecin de santé publique et également ton expérience d'élu dans le cadre des politiques de santé. Après avoir donc abordé la qualité de l'air extérieur principalement, nous aborderons maintenant la qualité de l'air intérieur avec Corinne Mandin. Corinne, est-ce que vous êtes en ligne ? Alors, Corinne Mandin est ingénieure chimiste de formation. Elle s'occupe de la qualité de l'air intérieur au Centre scientifique et technique du bâtiment. Elle est notamment manage l'Observatoire de la qualité de l'intérieur, de l'air intérieur. Et donc, au titre de cette compétence, elle est devenue présidente de l'association internationale, de la Société internationale de l'Indoor Air Quality. Madame Mandin, est-ce que... Voilà. Bonjour, merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Voilà, donc nous écoutons avec plaisir pour nous parler de la qualité de l'air intérieur, qui est un élément tout à fait majeur, comme vous allez nous le montrer. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. J'avais quelques diapositives à partager et c'est désactivé. Alors, je ne sais pas si on peut l'activer, sinon on fera sans diapo. Vous me dites, sinon je... Je peux malheureusement, pas de diapositive. Voilà. OK. Donc, je vais faire sans. Donc, le principal enjeu de la qualité de l'air intérieur aujourd'hui, c'est qu'on passe quasiment une grande partie de notre temps dans les environnements clos, que ce soit des environnements bâtis ou des environnements de transport. On considère que dans les pays industrialisés, on passe environ 85 à 90% dans des bâtiments ou des habitacles de transport. La plupart de ce temps est passé dans les logements, puisque selon l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, on passe en moyenne, chaque Français, 16h10 par jour dans son logement, notamment dans la chambre où on dort. Donc, on ne s'en rend pas compte et ça peut paraître beaucoup, ce pourcentage, mais c'est ce que nous avons observé lors de notre première campagne nationale logement. Et il se trouve que ce sont les personnes les plus fragiles, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes malades qui passent le plus de temps dans les environnements intérieurs, donc qui sont le plus exposés à cette pollution. Alors, dans ces environnements intérieurs où l'on passe beaucoup de temps, il se trouve qu'il y a beaucoup de sources de pollution, des sources très variées, qu'on classe en général en 3 groupes, tout ce qui relève du bâtiment, les matériaux de construction, les produits de décoration, les meubles, les systèmes.
ce qui relève de l'occupation, les activités qu'on peut avoir dans nos logements, le bricolage, le ménage, le tabagisme, les soins corporels ou les soins des animaux. Et enfin, la troisième grande catégorie, c'est l'air extérieur. Il convient de surtout pas opposer les deux thématiques. L'air qu'on respire dans les bâtiments, il vient de l'extérieur, donc il y a un continuum d'exposition qu'il faut prendre en compte. Et alors, je pensais vous montrer, mais vous ne le voyez pas, un graphique que nous avons, qui provient de notre campagne nationale de mesure de la qualité de l'air dans les logements qui avait été menée entre 2003 et 2005, où on voit, quand on regarde les médianes des composés organiques volatiles qui sont mesurés dans la chambre et à l'extérieur, donc dans le jardin, sur le balcon, on voit sur ce graphique que les concentrations intérieures sont systématiquement supérieures à ce qu'on mesure à l'extérieur et qu'il y a même des polluants qu'on ne détecte pas à l'extérieur. Donc, c'est très emblématique de la spécificité de cette pollution. Du coup, les enjeux sanitaires, les répercussions sanitaires sont non négligeables avec ce temps passé important et ces sources de pollution importantes. Et en 2014, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, nous avons mené un travail pour essayer d'évaluer le nombre de nouvelles maladies qui apparaissent chaque année en lien avec les expositions aux polluants de l'air intérieur et le nombre de décès prématurés chaque année. Donc, on n'a pas pu faire cet exercice pour tous les polluants de l'air intérieur, mais pour 6 polluants, on a pu quantifier qu'il y avait chaque année en France 28 000 nouvelles maladies liées aux expositions dans les bâtiments et environ 20 000 décès prématurés liés à ces expositions. Donc, il y a des répercussions de santé importantes. Il y a également, on y pense peut-être moins souvent, mais des effets sur l'apprentissage à l'école. Il y a des études qui montrent qu'il y a des relations entre la qualité de l'air intérieur dans les écoles et l'apprentissage des enfants. Et de la même façon, dans les locaux de travail, il y a des études montrant le lien entre une qualité de l'air intérieur dégradée dans les bâtiments de bureaux et une baisse de production ou de l'absentéisme. Donc, quand on a cherché en 2014 à quantifier ces impacts et à monétariser ces impacts pour donner peut-être plus de voix à ces chiffres, on aboutit à un montant de 19 milliards d'euros par an en France lié à une pollution de l'air intérieur. Donc, c'est aussi à mettre en perspective avec des évaluations similaires qui ont été faites pour l'air extérieur. Donc, au global, ça fait un poids, un coût des maladies, un coût de cette pollution très important pour la population française. Et puis, je terminais en vous montrant un visuel sur les gestes barrières de la Covid-19, puisque la pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance de la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a beaucoup parlé de cette pollution, puisque le virus est porté par les particules en suspension. Donc, un des moyens de se protéger, en plus de tous les autres gestes barrières, c'est d'aérer régulièrement les locaux qu'on occupe pour évacuer ces particules qui sont porteuses du virus. Donc, cette pandémie a mis la lumière sur ce sujet qui peut-être avant était moins connu. Donc, voilà, on espère que tous les bons gestes qu'on a pu acquérir pendant cette pandémie, notamment d'aération, pourront perdurer dans le temps pour une amélioration de la qualité de l'air et une amélioration de la santé de chacun. Je vous remercie de votre attention. Mallory, tu vas nous donner tes impressions de pratiques quotidiennes dans la vallée de l'Arve, et ça me paraît très, très important. Vous m'entendez? Alors, merci pour l'invitation. Voilà, je suis médecin généraliste, effectivement, à Passy, au pied du Mont Blanc. Je porte haut et fort, effectivement, la cause de la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve. Je veux bien qu'on mette effectivement le diaporama et je vais vous faire part de mon expérience en tant que médecin généraliste aux Ouches et effectivement de ce que je peux constater au quotidien. On peut faire passer la diapo suivante. Donc ma collègue effectivement vous a montré les effets de la pollution de l'air sur la santé. Je ne reviendrai pas dessus. Diapo suivante. La vallée de l'Arve, c'est une vallée encaissée, vu que c'est effectivement entouré de montagnes. Il faut savoir que certains secteurs de cette vallée est malheureusement exposé à peu d'aérologie, comme le secteur de Passy. L'aérologie est proche du zéro absolu. Donc, il n'y a pas que l'inversion des températures l'hiver, mais nous souffrons de ce manque d'aérologie. Il y a plusieurs sources polluantes, la pollution chronique de fond et les pics de pollution. La pollution de fond, c'est le trafic routier local, international, les activités industrielles telles que le décolletage, ou alors à Passy, l'usine de graphite carbone, l'incinération. Et les pics de pollution, bien sûr, sont dus au chauffage au bois qui se surajoutent à cette pollution chronique. Diapo suivante. Le constat de santé en vallée de l'Arve. Il faut savoir qu'il y a eu 2 évaluations quantitatives d'impact sur la santé, appelées EQUIS, en 2017 et en 2021. La première a ramené 85 morts prématurées
Et la deuxième, à notre grande surprise malheureusement, a ramené 93 décès, puisque là, ils ont pris en compte la pollution chronique liée aux particules 2,5. Et ce, malgré effectivement cette annonce par les politiques publiques qu'il y avait une baisse globale des polluants. On a aussi découvert qu'il y avait 40 morts liés à la pollution routière. Diapo suivante. Les effets à court terme, donc on les a vus. Je rappelle, donc en Vallée-Largue, bien sûr, moi dans mon cabinet, je vois bien lors des pics de pollution, les problèmes d'irritation des muqueuses, les yeux, le nez, la gorge, les symptômes respiratoires avec l'asthme, les infections ORL respiratoires, les atteintes cardiaques. Alors je ne suis pas au premier plan, mais il y a des hospitalisations pour infarctus du myocarde et arythmie. Ça, c'est un collègue, effectivement, cardiologue, qui nous fait ce retour de l'hôpital. Les accidents vasculaires cérébraux. Diapo suivante. Les effets à long terme sont soit le développement, soit l'aggravation de pathologies chroniques, et plus particulièrement les maladies cardiovasculaires. Et il faut bien savoir que l'impact sanitaire dans notre vallée est bien dû à une pollution chronique observée et pas uniquement au pic de pollution. Et la pyramide qui vous est présentée, en fait, si vous voulez, plus les effets graves diminuent et plus ça touche une population importante. Et je voulais le représenter, alors, diapo suivante, avec mon expérience effectivement au cabinet. Il faut savoir que je suis médecin généraliste, mais aussi médecin petite enfance. Donc les enfants sont ma priorité dans ce combat pour la pollution de l'air. J'ai 3 enfants, dont un enfant qui a été hospitalisé à 6 semaines pour une bronchiolite. À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi, effectivement, alors qu'il était allaité, il avait été si malade pendant 18 mois. Il faut quand même le savoir. Je l'ai soigné en corticoïdes et en Votoline. Et je vous assure que c'est un traumatisme. Et on m'a toujours demandé si je fumais. J'ai toujours répondu que non. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, puisqu'on insiste sur le fait qu'effectivement, il n'y aurait pas un tabagiste chez moi. Et je découvre en 2017 que la pollution de l'air tue. Voilà. Et là, je me suis dit, si elle tue, elle doit aussi rendre malade. Et c'est pour ça que je me suis engagée, et je m'engage pour les enfants. Et il faut savoir que dans ma patientèle, grâce à mon logiciel, j'ai fait des recherches avec, par plusieurs, effectivement, biais. J'ai d'abord effectivement recherché les motifs consultation tout pour les enfants de moins de 6 ans et je découvre en fait de 2018 à 2021 qu'un enfant sur 4 qui me consulte en fait consulte pour de la toux et surtout les enfants de 3 à 6 ans. Et c'est un taux qui ne faiblit pas au fil des ans alors qu'on nous annonce que les polluants diminuent. Ensuite, toujours chez les moins de 6 ans, entre 20 à 40% donc de ces patients consultent pour une maladie ORL ou alors respiratoire chaque année. Les pathologies les plus diagnostiquées dans mon cabinet sont laryngite et trachéite. Et ça malheureusement, ça confirme bien ce nom, en fait, qui est très connu dans notre vallée, qui est la toux de la vallée. Voilà. Vous avez des enfants qui toussent, pas que l'hiver, et qui toussent toute l'année. Ensuite, je me suis intéressée effectivement à faire la recherche via mes prescriptions. Bronchodilatateurs comme la ventoline, et puis après les corticoïdes inhalés, comme le Flixotide, 50 microgrammes. Je la connais par cœur, cette prescription. Et là, je découvre que pareil, moins de 6 ans, une dizaine de patients sont traités par ventoline. Et je remarque que ce n'est pas majoritairement en hiver. Voilà, ce n'est pas forcément en hiver. Et là où j'étais très étonnée, c'est la prescription de corticoïdes inhalés, ces petites bombes de cortisone, que l'on prend lorsqu'on est inflammé au niveau des bronches ou alors au niveau de la trachée ou du larynx. C'est là que je découvre que par année, j'ai 25 enfants de moins de 6 ans que je traite par cortisone. Il faut savoir que c'est une prescription qui est atypique. De la cortisone à moins de 6 ans, en tant que généraliste, c'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. 25 enfants par an. Et je remarque aussi que ce n'est pas que l'hiver. J'en prescris toute l'année. Et enfin, j'ai ensuite regardé l'association ventoline et corticoïdes inhalés. Et chaque année, j'ai 5 enfants de moins de 6 ans qui, effectivement, bénéficient de ça. C'est avec émotion que j'en parle parce que on habite la vallée, moi, j'habite au pays du Mont-Blanc. C'est là-bas que je constate, effectivement, toutes ces pathologies qui sont que la pointe de l'iceberg. Attention. Moi, je vois que ça, je suis médecin de terrain, et je vois que cette pointe de l'iceberg. Alors, je n'ose même pas imaginer après l'iceberg. Mais on est censé être en montagne, on est censé respirer de l'air pur, et ce n'est pas le cas. Alors, moi, quand je sais que Passy ne bénéficie pas d'une bonne aérologie, que c'est encaissé, qu'effectivement, il y a une pollution locale, mais qu'en plus, on nous annonce aussi qu'il y a une pollution qui vient d'ailleurs et de très loin, pourquoi avoir autant de sources polluantes
dans ce secteur. Et là, j'en appelle effectivement à mes collègues médecins, aux scientifiques, aux politiques, parce que là, il y a une urgence sanitaire. Dernière diapositive, s'il vous plaît. C'est une urgence sanitaire. Il y a une exposition qui est chronique et pas qu'au niveau des pics. C'est un enjeu de santé publique. Il y a un effet cocktail des polluants. Là, à chaque fois, on nous met dans la figure que les valeurs, effectivement, techniques sont dans les clous. Nous, on veut les valeurs sanitaires, celles de l'OMS, qui s'alignent sur celles de l'OMS. On veut aussi d'autres mesures de polluants, les métaux lourds, les dioxines, les particules ultra fines. J'ai mené, en fait, une campagne de prélèvement de cheveux sur 76 enfants, 6 adultes. Sur les 76 enfants, il n'y en a pas un seul qui ne présente pas des métaux lourds dans les cheveux. Il n'y a aucun dans les taux acceptables. Ils sont tous soit à des taux à surveiller, soit à des taux à risque. Ce n'est pas normal. On en a appelé à la préfecture qui nous a dit que notre étude ne valait rien. Ce n'était pas une étude, c'était une photographie à un instant T de ces enfants. Et ça, ce n'est pas normal. Donc j'en appelle vraiment, vraiment à tous les corps de métier et surtout à nos politiques et à nos médecins de faire effectivement de la formation, d'interpeller. Mais à un moment donné, il faut agir, c'est important. Et nous avons effectivement ce projet d'Institut éco-citoyen comme Fos-sur-Mer pour effectivement mener encore plus loin ces études sur ces polluants qui nous posent problème et qui ne sont pas forcément mesurés. Et on espère que cet Institut éco-citoyen répondra à la demande des citoyens, mais aussi déclenchera des actions fortes pour notre vallée, parce qu'on a droit à un air respirable. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage particulièrement important, parce que le médecin a une responsabilité qui est une responsabilité, je dirais, de notre serment d'Hippocrate, de s'occuper de la santé de ses patients, et donc ceci nous concerne en tant que citoyens, et ceci a donc mené à l'avant-dernière présentation de cette table ronde, qui est celle d'une action collective qui a été menée au niveau pénal ou administratif, et c'est ce que Muriel va nous expliquer, cette protestation juridique et ses tenants. Je vais donc être très rapide. Donc première diapositive. Pardon, oui. Ça marche, oui. Je veux bien le PowerPoint. Voilà, donc je vais être rapide. Gaëlle a déjà parlé, Mallory. La vallée de l'Arve, donc bien connue pour sa pollution. Alors, la vallée de l'Arve, bien connue pour sa pollution. Vous voyez, les enfants commencent leur dessin avec de la pollution. Diapositive, voilà. Pollution dont les sources sont multiples, on va pas revenir. Le trafic local qui est très important parce qu'il y a énormément de chantiers et on est nombreux. International, 2500 camions qui passent tous les jours en moyenne en semaine. Les industries, donc SGL, Carbone et l'incinérateur, vous voyez, c'est vraiment tout placé dans 500 mètres. Hein, et une configuration particulière avec le chauffage au bois et au fioul. Diapositive. Le collectif Colère Pure s'est créé donc début 2018 à la suite d'hivers extrêmement pollués. On s'est retrouvé un groupe de femmes et on avait décidé d'essayer de faire bouger les choses parce qu'on voyait que on manifestait beaucoup, la population était mobilisée, mais voilà, il fallait peut-être aller plus loin. On a décidé de faire des analyses indépendantes pour mieux connaître les polluants de l'air et on a fait analyser donc des échantillons d'air et de poussière en hiver et en été, puis de terre, de champignons, d'œufs et d'eau. Les résultats furent effrayants. Un cocktail de contaminants chimiques, organiques, inorganiques, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et métaux lourds. Nous avions soumis d'ailleurs nos analyses à M. André Sicolella, qu'on remercie encore. Tous les marqueurs du diesel et de certaines industries furent retrouvés dans l'air. Des perchlorates dans l'eau, des HAP dans la terre, des dioxines dans les œufs, des métaux lourds dans les champignons. Là aussi, ce n'était pas une étude, c'était des analyses instantées. Diapositive. Le collectif a décidé de lancer une plainte contre X et en fait 540 personnes de la vallée se sont mobilisées et ont été en gendarmerie de déposer cette plainte. Diapositive. Voilà, on avait fait des petites affiches. En un mois, il y a 540 personnes s'étaient donc déplacées. Diapositive. La plainte contre X a été classée sans suite par le procureur de la République de Bonneville un an après, sans explication. On l'a su d'ailleurs par hasard par l'adjudant de gendarmerie où nous avions porté plainte. Nous avons donc décidé de redéposer cette plainte contre X avec constitution de partie civile au tribunal de Bonneville en 2019. Une cinquantaine de personnes se sont portées partie civile et
Diapositive. Nous avons reçu l'acceptation de notre plainte en partie civile en juin 2020. Le greffe a gardé une dizaine de personnes pour la partie civile parce qu'il ne fallait pas trop de monde. Une caution leur a été demandée et l'instruction est en cours. Parallèlement, diapositive, des personnes malades de la pollution ont constitué des dossiers au tribunal administratif de Grenoble avec maître François Laforgue. Diapositive. L'audience a eu lieu donc l'automne 2020. Les requêtes ont été rejetées, comme ailleurs en France. Il y a eu d'autres jugements à Lyon et Paris. Le lien de causalité entre les maladies et la pollution ne pouvant pas être établi. Cependant, le tribunal reconnaît la carence fautive de l'État. Donc la justice reconnaît l'État fautif dans son incapacité à lutter contre la pollution de l'air. Et nous avons donc fait appel de cette décision en janvier 2021 et nous attendons la date du jugement par la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc au pied du Mont Blanc, vous voyez, il y a souvent un petit point rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, si vous le voyez, c'est le petit, voilà, on démarre avant et on finit après les épisodes de pollution. Les hivers se suivent et se ressemblent malheureusement au rythme des anticyclones et des pics de pollution. Seule la pluie et la neige nous apportent du répit pour l'air. Cet hiver, 25 vigilances pollution ont été déclenchées, mais ce sont surtout les taux de PM2,5 qui nous inquiètent, car nous sommes toujours au-dessus des moyennes journalières. J'ai gardé le taux de 25 microgrammes par mètre cube. C'est-à-dire qu'on a eu 68 jours de dépassement du 1er novembre au 15 mars, quand l'OMS préconise de ne pas dépasser cette moyenne de 25 plus de 3 fois par an. Donc avec les nouveaux seuils recommandés par l'OMS, on est en dépassement continu et à 3 ou 4 fois les 15 actuels. Selon le bilan d'Atmo pour l'année 2020, sur la Haute-Savoie, il reste 41 700 personnes impactées par les PM2,5. Il y en a 40 600 dans la vallée de l'Arve. Autant vous dire qu'on a à peu près les chiffres de la Haute-Savoie. Et je termine par la dernière diapositive. Bonne santé à tous. Dernière diapositive, voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait courte et concise et qui montre au fait que l'action citoyenne peut avoir un impact très important. Puisqu'une autre procédure qui avait été engagée dans l'État, qui a conduit l'État à payer une pénalité qui s'est traduite par la mise à disposition d'un certain nombre d'organismes de recherche, notamment l'INERIS, qui a permis d'avoir des budgets complémentaires pour procéder à un certain nombre d'analyses. Et on pourrait espérer que ce type d'action citoyenne aide en fait à la fois la recherche, mais également la prise en compte d'un certain nombre de nouvelles disciplines. Et je souhaitais là évoquer une information que m'a donnée Emeline, qui est la spécialité des conseillers médicaux en environnement intérieur, qui permettrait au moins d'améliorer la qualité de l'air intérieur ou d'avoir un conseil, sachant qu'il y a une seule personne, semble-t-il, qui est attachée au CHU à Grenoble, et on pourrait très bien imaginer que l'action citoyenne qui est menée permette d'augmenter le nombre de postes pour donc améliorer, puisque nous ne pouvons pas toujours agir sur la qualité de l'air extérieur, mais en tout cas sur la qualité de l'air intérieur, où des conseils peut-être très précis permettrait d'exposer beaucoup moins de personnes. Je peux rajouter juste une chose. C'est que justement, quand j'entends qu'il faut, pour l'air intérieur, ouvrir nos fenêtres, moi je suis équipée d'un petit capteur à PM2,5 et en fait, j'essaye d'ouvrir la fenêtre, mais c'est 10 fois le taux, ça peut être 45-50 en PM2,5 dehors. Donc je referme vite ma fenêtre. Et en fait, on a beaucoup de mal à aérer. Pour les enfants des écoles avec le Covid, ça a été un vrai problème, parce qu'en bas, en vallée de l'Arve, comme Gaëlle l'a expliqué, les polluants stagnent. Il n'y a aucun échappatoire. Et avec le Covid, on vous disait aérer, mais aérer pour nous est dangereux pour les enfants, parce qu'on avait des taux en 80, 60, 70, enfin, en moyenne horaire, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir aussi des pics à 150 de PM2,5, donc c'est affolant. Et voilà, on en est là, et comme l'a expliqué. Oui, bien sûr, ouvrez la nuit, mais on a un incinérateur qui tourne, SGL qui tourne en continu. Et les gens de Chêne nous disent, mais ça pue la nuit, parce qu'il se rattrape la nuit, l'incinérateur, il brûle. Là, c'est le mois de mars, en février, il y a eu tous les vacanciers. L'incinérateur, mais il tourne à plein régime. Vous n'avez pas idée de ce que ça dégage. Si vous avez idée, parce que vous êtes des connaisseuses, donc vous savez ce que ça dégage en nanoparticules. Mais même aérer la nuit, c'est un problème. Non, on respire quand il pleut. Et quand il neige, malheureusement, il n'a pas beaucoup plu cet hiver. Et malheureusement, c'est la terre des jardins, c'est l'eau qui va être aussi remplie de polluants. J'arrête là.
Alors nous allons terminer avec une dernière présentation qui est celle de François Villerette de Génération Future qui souhaitait nous faire une présentation concernant l'usage des pesticides et la distance entre les habitations et les champs agricoles qui sont pulvérisés. Et c'est une information qui est bien connue et où là on va avoir une information concernant la France. Merci. Donc, dernière présentation. Bonjour, c'est François Villerette de Génération Future. Je suis ravi d'être avec vous par l'intermédiaire de cette vidéo aujourd'hui. Vous savez, Génération Future se bat contre les pesticides depuis un quart de siècle. Et un de nos dossiers clés, c'est la défense des riverains face aux pulvérisations de pesticides en milieu rural. Effectivement, on a tous les ans des dizaines et des dizaines de plaintes de personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles pendant des semaines parce qu'il y a tous les jours des pulvérisations de pesticides à côté de chez elles. Ça sent le pesticide en dehors, il y a des dépôts sur les vitres, sur le linge, on ne peut pas faire de repas dehors, les gamins ne peuvent pas jouer dans les jardins. C'est une chose absolument intolérable. On a d'ailleurs agi en justice avec d'autres associations depuis des années pour obtenir enfin, après 2 victoires au Conseil d'État successives, des bandes sans pulvérisation près des maisons. Mais c'est une toute petite victoire parce que les bandes proposées sont ridicules, 5 ou 10 mètres selon la taille des cultures, qui peuvent être amenées à 3 ou 5 mètres avec des dérogations et c'est très largement insuffisant. Génération Future a montré dans un rapport publié il y a quelques semaines d'ailleurs que à 30 mètres de la bordure d'un champ, dans des capteurs passifs installés par l'association, on trouvait encore un peu plus de la moitié de la quantité de pesticides retrouvés en bordure de ce champ en limite d'une culture de pommes de terre par exemple. C'est-à-dire que même s'éloigner de 33 mètres d'un champ ne suffit pas à protéger réellement de l'exposition aux pesticides. Il y a donc lieu d'aller au-delà et de renforcer ces bandes, de mettre en priorité des cultures sans pesticides de synthèse dans ces zones près des maisons pour protéger les populations, puisque le danger est là. Les produits qu'on a retrouvés dans nos capteurs dans le nord, près de ces champs de pommes de terre, contiennent des molécules qui sont, pour certaines, suspectées d'être cancérogènes, pour d'autres, des perturbateurs endocriniens suspectés ou des produits qui sont toxiques pour le système nerveux. Donc une exposition chronique à ces produits pendant plusieurs mois de l'année, à laquelle s'ajoutent bien sûr d'autres expositions, sont inquiétantes, notamment pour les organismes en développement que sont les jeunes enfants et le fœtus dans le ventre de leur mère. Donc là, la pollution de l'air pour nous, c'est bien sûr toutes les pollutions qu'on connaît par les produits chimiques, par les particules, mais aussi la pollution des pesticides fait partie de cette thématique. Ne pas l'oublier, puisque ce sont des millions de Français qui sont exposés à ces produits dangereux tous les ans, pour lesquels il convient rapidement de mettre en place 2 choses. Une politique de réduction forte de l'usage des pesticides. Pour l'instant, la France a échoué dans ce domaine. Et en ce moment, en Europe, la pression des syndicats agricoles essaie de faire reculer la Commission européenne dans ses velléités de réduire l'usage au niveau européen. Et puis, une protection immédiate des personnes en reculant les pulvérisations de pesticides qui sont des pesticides de synthèse, plus loin des maisons que 5 ou 10 mètres, ce qui est notoirement insuffisant pour protéger la santé des générations futures. Je vous salue, je vous souhaite une bonne fin de travaux et je suis avec vous par la pensée. Au revoir.
something